RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echéouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé pour tous, votre magazine médical qui est l'occasion de la journée mondiale de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, se consacre aujourd'hui à cette maladie respiratoire chronique, troisième cause de mortalité dans le monde. Au sommaire de notre émission, dans Actu Santé, plein feu sur la journée mondiale de la BPCO avec comme maître mot cette année, sensibiliser, informer, car cette maladie, hélas, n'est généralement découverte que lorsque des dégâts irréversibles sont déjà importants. À la une, zoom sur la BPCO dont la première cause est le tabagisme. Vous découvrirez l'essentiel sur cette maladie, ses facteurs de risque et ses terribles conséquences. Enfin, dans Fais pas ci, fais pas ça, les médecins ici présents tireront la sonnette d'alarme, dénonçant ces mauvais gestes, ces attitudes qui peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Agnès Hamzaoui, qui est professeur en pneumologie, allergologie à l'hôpital Abdelrahman Mammi de l'Ariana, qui est également présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA, le professeur Nedia Mhiri Ben Rhouma, qui est professeur en pneumologie allergologie à l'hôpital Mongislim de la Marsa, qui est trésorière de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, et le professeur Shiraz Aishawiya, qui est professeur en pneumologie allergologie également à l'hôpital militaire et qui est trésorière adjointe de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. L'actu santé. La bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, est trop souvent ignorée du grand public et des malades eux-mêmes. Je le disais à l'instant, cette maladie n'est généralement découverte que lorsque des dégâts irréversibles sont déjà là, d'où l'importance de cette journée mondiale de la BPCO pour sensibiliser, informer la population quant aux terribles conséquences de cette maladie. Professeur Nedia Mhiri Ben Rhouma, vous êtes professeur en pneumo-allergo à l'hôpital Mongislim de la Marsa. J'imagine que pour vous, au vu des dégâts occasionnés par la BPCO, une journée c'est trop peu? C'est une journée qui est organisée justement pour essayer de sensibiliser et faire des actions et pour informer le grand public. Donc cette journée, elle est programmée le 21 novembre. Et justement, comme la BPCO c'est une maladie qui est très fréquente et paradoxalement qui n'est pas connue du grand public et parfois même il y a une confusion avec l'insuffisance respiratoire, avec d'autres maladies. Et donc c'est une maladie également qui est largement sous-diagnostiquée et qui est sous-traitée. Et donc l'objectif justement d'une telle journée, c'est d'informer d'une part le large public, donc à propos de cette maladie, donc c'est quoi exactement cette maladie, quel est son impact, quelles sont ses conséquences, quelles sont ses modalités de prévention. Et puis également, même ça s'adresse aux professionnels de santé, en particulier les médecins de première ligne justement, pour attirer leur attention et pour essayer de les former, de les sensibiliser dans le sens pour un meilleur dépistage et pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un meilleur dépistage, professeur Agnès Hamzaoui? Donc c'était hier, cette journée mondiale. Hier, nous étions le 21 novembre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux médecins de première ligne? Profitez-en, vous avez le micro. Alors, première chose, il faut poser la question à vos patients. Est-ce que vous fumez? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume à côté de vous et beaucoup? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes essoufflé ou est-ce que vous toussez? Parce que ce sont les deux grands signes et ça coûte rien à demander à chaque patient qui vient en consultation, même si c'est pour autre chose, parce que c'est vraiment le moyen le plus efficace de dépister les patients. Il paraît qu'au moins 75% des personnes atteintes de BPCO ne le savent pas. Absolument, parce que malheureusement, les signes sont tardifs et puis les gens s'habituent. Quand on tousse le matin, on se dit c'est normal, je fume. Et quand on est essoufflé, on se dit bon, je prends de l'âge, je grossis. Et on se pose pas la question derrière. Mais pourquoi tu tousses ?
Donc justement, à l'occasion de cette journée mondiale contre la BPCO, on a entendu beaucoup de chiffres, des chiffres alarmants. Professeur Shiraz Aishawi. Oui, tout à fait. En fait, la BPCO, c'est une maladie qui est fréquente et dont la prévalence est en constante augmentation. Elle est estimée entre 5 et 10% de la population adulte âgée de plus de 40 ans dans les pays industrialisés. En fait, il s'agit d'un problème majeur de santé publique dont l'évolution est préoccupante. C'est une cause importante de morbidité, c'est-à-dire d'handicap respiratoire, et de mortalité dans le monde entier. La BPCO occupe en effet actuellement le 3e rang de mortalité dans le monde, après les maladies cardiovasculaires et le cancer, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et comme on vient de le dire, c'est une maladie sous-estimée, sous-diagnostiquée, donc sous-traitée. En effet, c'est une maladie souvent méconnue par les médecins, mais aussi ignorée par le grand public. 3 sur 4 des patients ne savent pas qu'ils sont malades. Qui sont atteints, tout à fait. Je reviens à présent à la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie. Vous en êtes la présidente, professeure Agnès Hamzaoui. Alors, à l'occasion de cette journée, donc il y a eu des actions, mais des actions qui se poursuivent tout au long de l'année. Oui, absolument. Parce que, comme vous le savez, pour nous, c'est vraiment un cheval de bataille d'arriver à réduire la prévalence du tabagisme. Et donc, par là, moins on aura de fumeurs et moins on aura de gens qui souffriront de cette maladie. Donc, on agit à 2 niveaux. On agit par rapport au grand public. Donc, on essaye de faire des campagnes anti-tabac, d'organiser des choses pour motiver les gens à arrêter de fumer, à consulter, à poser des questions sur la façon dont on pourrait les aider à arrêter de fumer. Ça, c'est vraiment essentiel. Oui. Mais aussi par rapport aux médecins, que ce soit les médecins spécialistes, mais surtout les médecins généralistes, pour essayer de les sensibiliser à cette question. On a souvent dit que la BPCO, c'était un tueur silencieux, parce que le temps qu'on s'en aperçoive, les dégâts sont déjà très très importants. Hélas. Donc il faut vraiment que les médecins soient motivés par rapport à leurs patients et que les patients posent des questions. Donc pour ça, nous avons d'une part écrit un référentiel, donc qui est... Oui, très beau. J'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains, publié en 2014, je crois savoir. Merci beaucoup, oui, tout à fait. Et qu'on espère remettre à jour l'année prochaine, puisqu'il y a de nouveaux médicaments qui ont été introduits et de nouvelles modalités. Ça, c'est pour les médecins et, disons, en fond, comment on peut avoir des guides par rapport à notre façon d'agir, mais aussi on fait des journées de formation, on passe notre temps à essayer d'améliorer la formation et les compétences des médecins généralistes et des médecins spécialistes par rapport à cette maladie. Ensuite, sur le terrain, cette année en pratique, donc 2019, qu'est-ce qu'on fait de particulier ? Nous avons le groupe des jeunes pneumologues qui, sur les terrains, pendant toute la semaine, vont aller dépister la maladie. Donc, d'abord, bien sûr, en posant des questions aux patients, mais ensuite en leur mesurant le souffle avec un appareil particulier qui s'appelle un spiromètre et qui permet de dépister la BPCO ou de poser le diagnostic. Et puis, nous avons aussi cette année envoyé des flyers et des affiches à imprimer, non seulement à nos confrères pneumologues, mais aussi aux médecins généralistes par le biais de leur société, pour qu'ils soient particulièrement informatifs et alertes quant à la BPCO pour cette journée. Donc en gros, c'est ce qui se passe de façon spécifique. Sinon, nous avons au mois d'avril, fin avril, début mai, nous avons eu une caravane qui a fait le tour de toutes les villes côtières et où les gens ont pu mesurer aussi leur souffle et répondre à un questionnaire. Et ça a été particulièrement réussi, les gens ont été extrêmement intéressés et on a réussi à dépister beaucoup de personnes qui n'osaient pas aller consulter et qui en fait rétrospectivement disaient oui c'est vrai que je tousse beaucoup, c'est vrai que j'arrive pas à monter les escaliers, c'est vrai que je marche comme une tortue, enfin tout ça. Et donc c'était quelque chose de très positif. À la une. Zoom sur la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Malgré de nombreuses campagnes d'information, la BPCO reste encore à l'échelle mondiale, on l'a dit, une maladie méconnue du grand public. Elle est, nous dit-on, la 3e cause de mortalité dans le monde. Alors découvrons l'essentiel sur cette maladie avec les médecins spécialistes ici présents. Et avant tout, professeur Shiraz Aishawi, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la BPCO ? Oui, la bronchopneumopathie chronique obstructive est définie comme étant une maladie chronique fréquente qui peut être prévenue et traitée. Elle est caractérisée par des symptômes respiratoires et un trouble ventilatoire obstructif persistant.
dues à des anomalies anatomiques, alvéolaires ou bronchiques, habituellement secondaires à l'exposition à des particules nocives ou des gaz. Si vous voulez, on explique un peu l'atteinte anatomique. Il s'agit d'une atteinte inflammatoire au niveau des voies aériennes qui débute dans les petites voies aériennes qu'on appelle bronchioles, dont la paroi s'épaissit et se mettent à sécréter du mucus. D'accord. Et leur diamètre va se réduire, aboutissant à une obstruction bronchique. Il existe aussi une destruction du tissu pulmonaire tout autour de ces bronchioles, provoquant une perte de l'élasticité pulmonaire. Toutes ces transformations vont contribuer à l'obstruction qui est lente et progressive des voies respiratoires et une réduction du passage à l'air. Donc, c'est une diminution du souffle, pour expliquer. Est-ce qu'on a quelques chiffres en Tunisie ? Vous avez dit que c'était en constante augmentation depuis 20 ans. Est-ce que nous avons quelques chiffres en Tunisie ? En effet, les 2 études que j'ai trouvées en Tunisie, on n'a pas beaucoup de chiffres. Ce sont 2 grandes études en 1996 menées par l'Institut national de santé publique et la Société tunisienne d'épidémiologie et de médecine préventive, et une autre enquête menée en 2012 qui donc montre une prévalence de 3,7%. Une autre étude faite en 2014 par l'équipe de Sousse de professeur Tapra, faite sur 717 personnes âgées de plus de 40 ans qui ont pu bénéficier d'une spirométrie, montre une prévalence de l'ordre de 7,8%, avec une prédominance masculine de 86% et féminine de 13%. On n'a pas de chiffres sur la mortalité, pas de chiffres tunisiens, mais pour montrer l'ampleur de ce problème, en France, 17 000 décès chaque année sont notés. Dans le monde, il y a 3 millions de décès par an. Il y a à peu près un décès toutes les 6 secondes, si on évalue dans le monde, bien sûr. Donc c'est pour donner une idée approximative sur l'ampleur du problème et les dégâts. Occasionnés. Donc un décès toutes les 6 secondes dû à la BPCO. Dû à la BPCO, tout à fait. C'est parlant. Alors, on parle d'une constante augmentation depuis 20 ans. Certaines personnes disent, je sais que vous menez une campagne anti-tabac à tous azimuts, professeur Agnès Hamzaoui, certaines personnes disent que cela s'explique par le fait que les femmes sont plus nombreuses à fumer depuis 20 ans. Il y a beaucoup de choses. Il y a les femmes qui fument plus, c'est vrai, mais il y a aussi les jeunes qui fument plus, les hommes qui fument plus. On a à peu près 50% de la population masculine qui est fumeuse. On a un des taux de tabagisme les plus importants dans le monde, ce qui est quand même assez choquant. La Tunisie par rapport aux hommes. Par rapport aux femmes, on n'a pas vraiment de chiffres parce que les femmes cachent souvent le fait qu'elles sont tabagiques, surtout dans les couches populaires où ça ne se fait pas du tout de fumer. Donc les femmes fument en cachette. Et donc c'est encore plus difficile de poser le diagnostic, bien sûr, mais elles fument indiscutablement, mais surtout les hommes. On n'a pas du tout pris le chemin des pays occidentaux qui considèrent que le tabac c'est mauvais pour la santé. On continue à vouloir fumer, à fumer dans les espaces publics, à considérer que les fumeurs ont des droits, donc ça ne fait qu'aggraver les choses. À fumer en présence d'enfants. Fumer en présence d'enfants, ce qui est très mauvais pour les enfants, mais qui en plus leur donne une image positive du tabagisme. Si son papa fume, comment considérer que son papa peut faire quelque chose qui est mauvais ? Et puis, continuer à penser que c'est la politesse qui exige que quand quelqu'un veut fumer, que c'est votre invité, vous le laissez fumer. Vous ne pouvez pas lui dire non, vous ne pouvez pas fumer chez moi. Moi je le fais, je fais sortir les gens dehors. Vous avez tout à fait raison, mais je ne crois pas que la majorité des personnes se comportent comme vous. Il faut le faire. Alors, dites-nous, vous parlez du tabac. C'est l'un des facteurs de risque principaux, pour ne pas dire le principal. Il y a d'autres facteurs de risque comme cela, environnementaux ou autres ? Bien sûr, il y a le tabac. Il y a les expositions professionnelles à tous les irritants, tous les gens qui travaillent dans des industries qui produisent de la fumée. Donc ça va des entreprises où il y a des fumées évidentes comme, les cimenteries par exemple, ou les fonderies, mais aussi de façon plus pernicieuse, toutes les dames qui travaillent dans des ateliers de soudure, par exemple dans les petits appareils électroniques, où ça dégage des produits qui peuvent être tout à fait toxiques. Et ce qui est grave en plus, c'est que quand les gens sont en même temps fumeurs, ça fait une augmentation quasi exponentielle des risques entre le tabac et la pollution professionnelle. Et puis, il y a la pollution simplement de notre environnement, et on vit dans un environnement très pollué. Il y a les automobiles. Donc, elle est incriminée, la pollution liée aux automobiles ? Absolument, les diesels en particulier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on brûle dans l'atmosphère. Oui, les déchets. Tous les déchets qu'on brûle de façon absolument anarchique. Il y a l'industrie, mais il y a aussi, depuis quelque temps, à chaque fois qu'on passe quelque part, on est en train de brûler des choses. Les feux de bois, les feux de forêt sont extrêmement agressifs aussi. Et puis, il y a des façons de
préparer, par exemple, le pain, chez nous, la tabouna, les femmes, elles sont directement exposées, elles allument le feu de bois et quand elles surveillent la fumée, et quand la fumée est bien partie, donc elles sont exposées à des quantités de fumée nocive importantes et donc elles peuvent là aussi développer une BPCO. Donc il y a le tabac et tout ce qu'il y a à côté, malheureusement. C'est ce qui explique que souvent, en milieu rural, on a comme ça beaucoup de femmes qui sont sujettes à une BPCO alors qu'elles n'ont jamais fumé. Absolument. Elles viennent, elles ne sont pas dépistées du tout parce qu'elles considèrent que bon, elles toussent, elles sont un peu fatiguées, c'est des dames, elles sont maigres et puis voilà. Et ça n'est pas que en milieu rural, il y a beaucoup de tabounes dans les cités autour des grandes villes. Oh femme, comment tiens-tu encore debout? Professeur Nedia Mheri Ben Rhouma, dans la petite enfance, par exemple, lorsqu'on a des infections bronchopulmonaires et tout, ça peut jouer? Ce sont des facteurs favorisants. Il faut insister sur le fait que le tabac, c'est le facteur le plus en cause et on le dit plus incriminé. 80 à 90% des cas, il paraît. Le plus connu. Mais parfois, on peut avoir donc un tableau très similaire ou bien des BPCO en rapport avec l'exposition à d'autres facteurs. Et c'est les infections qui jouent, qui vont aggraver les choses et faire précipiter les choses. Et en général, on ne parle pas de BPCO chez l'enfant parce que bon, c'est une pathologie qui met des années et des années pour s'installer. Et c'est à partir de, disons, de la cinquantaine, donc les premières manifestations commencent à apparaître vers l'âge de, disons, 40-45 ans. Et puis c'est à partir de la cinquantaine, 55 ans, que les manifestations sont là et que le tableau est parlant. Mais lorsqu'un adulte a eu dans son enfance des infections bronchopulmonaires, ça peut jouer, ça peut être un facteur favorisant. Donc on va dire que tout ça, c'est des facteurs environnementaux. Donc ça s'arrête là dans les facteurs de risque. Il y a autre chose, les gènes peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a certainement des gènes qui vont faire qu'on va être plus ou moins malade puisque on n'est pas tous égaux devant le risque de BPCO, bien que plus on fume et plus on a de risques, même si on a des gènes relativement protecteurs. Mais il y a aussi des choses auxquelles il faut faire attention. Tous les enfants qui sont nés de petits poids de naissance ou qui sont prématurés ou qui ont fait beaucoup de bronchiolite quand ils étaient petits, donc qui ont tendance à avoir des bronches plus petites que la normale, même si en grandissant ils ont l'impression d'aller bien, ils vont bien. Il faut certainement leur recommander de ne pas fumer parce qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de développer une BPCO que les autres personnes. Donc vraiment il faut faire attention. Quand on a eu un petit bébé, ou un bébé de petit poids, ou quand on a eu des soucis respiratoires dans l'enfance, il ne faut surtout pas s'amuser à entrer dans le tabagisme. D'accord. Et est-ce que hommes et femmes sont égaux face à la maladie ? Probablement pas, parce que les femmes développeraient plus de BPCO à tabagisme égal et plus rapidement, et des BPCO peut-être plus sévères. Pourquoi ? Ça, il n'y a pas des vraiment... raisons hormonales, anatomiques. Ce sont que des hypothèses. Anatomiques peut-être, hypothèses, il y en a beaucoup. On a longtemps cru que la BPCO était un phénotype ou un stéréotype masculin. Oui, quand on parle de BPCO, on pense souvent à une maladie d'homme. Plus de 50 ans, tous fumeurs ou ex-fumeurs, qui toussent et qui crachent. Mais ce stéréotype ne représente plus la réalité de nos jours, puisqu'on assiste à une augmentation de la prévalence de la BPCO chez la femme. Cette femme qui partage les mêmes facteurs de risque, avec certaines particularités. En effet, il y a des facteurs hormonaux, anatomiques, et une certaine prédisposition génétique qui aggrave cette susceptibilité à développer une BPCO. À tabagisme égal, la femme développe une BPCO plus précoce et plus sévère que l'homme, ce qui suggère donc une prédisposition génétique, et quelques hypothèses ont été proposées pour expliquer ce phénomène, telles qu'une hyperréactivité bronchique plus importante chez la femme, le rôle hormonal avec disparition de l'effet protecteur des oestrogènes après la ménopause, ce qui favorise l'inflammation et l'obstruction, et les femmes ont une susceptibilité majeure à l'inflammation systémique. Mais aussi l'impact sur la qualité de vie qui est plus important également. À sévérité égale, l'impact sur la qualité de vie est plus important chez la femme, avec une mortalité également plus importante. Il y a un retentissement qui est physique, mais également psychologique. Donc, parce qu'on connaît le rôle de la maman, tout à fait, le rôle de la qui est là, qui s'occupe de exactement. tout, des repas, des enfants, de tenir la maison. Exactement. Donc même au niveau de l'anxiété, de la dépression, etc. Donc c'est beaucoup plus prononcé chez la femme. Dans son cœur,
être les symptômes finalement de la BPCO, les signes d'alerte? Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'essoufflement, de toux. On peut développer un petit peu? Tout à fait. Donc, Professeur Nadia Mheri Ben Rhouma. Donc, je voudrais insister sur le fait que la BPCO, c'est une maladie qui va s'installer sur de longues années. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, vers 35 ans, par exemple, ou 40 ans, ça fait des années que je fume, ça n'a aucun impact. Et donc, je voudrais insister sur le fait que les symptômes mettent des dizaines d'années pour s'installer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est généralement vers l'âge de 45 ans que les manifestations commencent à apparaître. Et donc, au début, ce sont des patients qui vont se mettre à cracher, généralement, dans la plupart des cas. Donc, ils vont avoir une toux, et cette toux qui va ramener des sécrétions. Une toux grasse. Une toux grasse qui correspond à la bronchite chronique. Donc, il y a beaucoup de fumeurs qui vont devenir au début bronchitique chronique, et la toux, la particularité, c'est qu'avec le temps, elle va même changer de consistance. C'est des crachats qui vont devenir plus épais, plus visqueux, et donc plus difficiles à expectorer. Et donc, ce qui est gênant aussi bien pour le patient que même pour l'entourage, donc quelqu'un qui tousse tout le temps. Mais pourquoi tu tousses? Et puis, petit à petit, il va y avoir généralement, donc certains restent bronchitiques chroniques toute leur vie, et puis il y a des patients qui vont évoluer vers, comme l'a précisé Dr Aïchaoui, vers l'obstruction des branches. Donc il va y avoir un impact sur les branches et sur le poumon. Et là, c'est l'essoufflement. C'est le début de l'essoufflement, exactement. Donc cet essoufflement qui, au début, il va apparaître donc pour des efforts importants. Et puis, petit à petit, les choses vont s'aggraver et apparaître pour des efforts de plus en plus légers, jusqu'à même parfois les moindres gestes de la vie courante, comme par exemple s'habiller, manger, etc. Et donc là, c'est un stade où il y a une insuffisance respiratoire chronique qui va s'installer. Donc, à part ça, il y a d'autres manifestations, et même cette maladie elle-même, elle va par la suite retentir sur le cœur. Il y a un retentissement cardiaque, c'est sur le cœur droit. Et donc, le patient va en même temps développer donc, des signes d'insuffisance cardiaque droite. À part ça, donc, c'est des patients comme il va y avoir l'état des branches va être, même les moyens de défense locaux vont être nettement diminués. La qualité, même le parenchyme pulmonaire, il n'arrive plus à assurer les défenses donc, contre les agressions extérieures et en particulier les germes. Donc, c'est des patients qui vont développer des infections respiratoires, donc à répétition, régulièrement, et ce qui va aggraver leur état. C'est ce qu'on appelle des exacerbations de BPCO qui peuvent donc mettre en jeu leur pronostic vital, d'une part, et puis ça contribue à l'aggravation même de la maladie elle-même. Malade, complètement malade. Et puis, donc, avec le temps, petit à petit, ce sont des patients, donc, du fait de leur handicap respiratoire, ce sont des patients qui vont diminuer leur activité, donc ils vont être beaucoup moins actifs, ce qui va entraîner un certain déconditionnement, et ce déconditionnement va faire qu'il va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, ce sont des patients qui vont être inactifs. Donc là, vous me parlez un peu de l'évolution en fait de la maladie et puis des conséquences de cette maladie avec les répercussions dans la vie quotidienne, cette BPCO qui va altérer considérablement la vie des malades. Puisqu'on parle de l'évolution et des conséquences, si on parlait des complications. En fait, juste un petit mot, parce que sans entrer dans les complications, parce que c'est des malades, lorsqu'ils consultent pour la première fois, souvent on les voit à ce stade-là. D'accord. C'est des patients comme ils fument, ils sont tabagiques, donc ils n'ont pas envie d'aller voir le médecin qui va leur demander la première des choses d'arrêter de fumer. Il va les discuter. Donc c'est pour ça que j'ai décrit en fait le tableau, parce que la plupart des malades, ils vont pas consulter au stade où ils ont une toux ou quelques expectorations, mais c'est des malades qui consultent pour la première fois dans de tels tableaux. Donc vous nous avez parlé un petit peu des conséquences de cette maladie, de l'évolution, donc je réitère ma question. En ce qui concerne les complications, donc finalement, professeur Shiraz Aïchaoui. En effet, donc dans l'évolution de la BPCO, c'est une pathologie qui peut rester longtemps stable, d'autant plus que les mesures thérapeutiques sont appropriées, mais le plus souvent, une aggravation progressive, clinique et fonctionnelle est observée avec des stades de sévérité de plus en plus importantes pour aboutir à l'insuffisance respiratoire chronique
et c'est l'handicap donc respiratoire. C'est la principale complication de cette maladie qui est handicapante et l'insuffisance respiratoire peut se compliquer, comme l'a dit Dr Mhili, d'insuffisance cardiaque. D'accord. Et Mais même c'est- des complications oui. neurologiques également ou Et musculaires. Ça, ce sont donc les comorbidités qu'on doit chercher de façon systématique chez les patients bronchopathes chroniques. Ces donc comorbidités peuvent aggraver les complications cardiovasculaires chez ces patients BPCO. Alors, pour on doit expliquer, chercher- excusez-moi, pour expliquer à nos auditeurs, quand vous dites comorbidité, c'est-à-dire, professeur Agnès Hamzaoui. Ça veut dire qu'ils ont deux maladies en même temps. Voilà, d'autres En fait, pathologies. D'autres pathologies qui sont souvent dues à la même toxicité du tabac. Mhm. Le tabac, c'est mauvais pour les poumons et c'est mauvais pour le cœur. Et quand on a un problème d'oxygène qui diminue, c'est mauvais pour le cerveau. Et tout Et ça, ainsi ça de va suite. ensemble. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et quand on bouge pas, parce qu'on est essoufflé, on devient obèse. Et quand on est obèse, on est encore plus essoufflé. Et on est encore plus en stade inflammatoire. Puis en plus, en prenant de l'âge, en Tunisie, on a beaucoup d'hypertension et de diabète. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup pour un seul organisme ouais. et c'est ça qui est mauvais. Je voulais juste rappeler aussi que dans les complications de la BPCO, c'est aussi les accès d'exacerbation. Dans les exacerbations, c'est une sorte d'explosion des symptômes. Enfin, Ouais. ça augmente progressivement et puis à un moment, les patients sont très très fatigués et souvent, ils sont obligés de consulter aux urgences. On peut avoir des petites exacerbations qui sont comme des phénomènes de bronchite ou bien des accès plus graves qui font qu'ils vont aux urgences, qui sont parfois hospitalisés, En réanimation même. parfois en réanimation. Et ça altère énormément la qualité de vie des patients. Et puis, ça diminue de beaucoup le pronostic. C'est un Ça peut pronostic. conduire au décès, de toute façon. Ça peut conduire au décès, mais c'est aussi un mauvais signe. Quelqu'un qui a besoin d'être hospitalisé pour une exacerbation de BPCO, c'est un mauvais tournant et il faut absolument prendre des mesures assez sévères. Alors, il y a un mot qu'on entend souvent, c'est l'emphysème. Parmi les conséquences de la maladie, les complications relativement fréquentes. Qu'est-ce que l'emphysème? En fait, c'est un tableau clinique qui fait partie de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, la bronchopneumopathie chronique obstructive, en fait, c'est un ensemble de pathologies. Elle associe, grosso modo, deux tableaux cliniques, la bronchite chronique et l'emphysème. Et ces deux pathologies peuvent être aussi associées. Alors, l'emphysème, c'est quoi? C'est les une tissus destruction du tissu pulmonaire, D'accord. des sacs alvéolaires qui vont se distendre et provoquer donc des bulles d'emphysème qui peuvent donc diminuer la fonction respiratoire et provoquer un trouble ventilatoire obstructif permanent et non D'accord. réversible. Alors, ce coup-ci, c'est à ce moment-là que les malades sont dépendants d'oxygène et qu'il y a une assistance respiratoire à domicile. Pas nécessairement. L'emphysème, ça commence très tôt. Et c'est ça le gros problème, en fait, de ces patients, c'est cette destruction progressive. Et comme les poumons, c'est quand même une grosse surface d'échange gazeux, on s'en rend pas compte. Donc c'est petit à petit. Il y a deux choses. Il y a l'emphysème en tant que maladie, dont on parlait avant, qui était en fait le stade ultime quand les poumons étaient vraiment très distendus et abîmés, ou la lésion anatomique qu'on retrouve et qu'on voit sur les radios petit à petit progresser. Et l'emphysème, le gros problème, c'est que quand on détruit une alvéole pulmonaire, on ne sait pas encore la reconstruire actuellement. C'est quelque chose, une sorte de Irréversible. cicatrice, et qu'on ne pourra pas guérir pour le moment, et on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça que notre rôle, c'est vraiment de faire un diagnostic précoce quand les lésions sont vraiment au minimum, parce qu'on sait que si on arrête de fumer, on peut arrêter la progression de la maladie. Et ça, c'est fondamental. J'aimerais pouvoir respirer. Professeur Nadia Mhili. Je voudrais apporter un petit plus par rapport à l'emphysème, parce que l'emphysème, il y a deux types d'emphysème. Il y a l'emphysème qui est la conséquence du tabac qui se voit donc dans la BPCO en rapport avec une obstruction des bronches, et qui est la conséquence du tabac. En fait, le tabac va fermer les branches, obstruer les branches, et il va entraîner une destruction du poumon. Donc ça, c'est la forme qui est due au tabagisme. Et puis il y a une deuxième forme qui est héréditaire et qui est due plutôt à un déficit de certaines substances ou protéines qui protègent en fait le poumon et qui apparaît donc chez des patients à un âge plus jeune, aggravé par le tabac. Ouais. D'accord ? Donc il y a deux types qui peuvent apparaître même chez les sujets qui ne sont pas de très grands tabagiques. Mais qui est très très, très rare. Qui n'est C'est pas à peu très- près 1% Qui des n'est pas très emphysèmes. fréquente, Et mais chez elle nous, existe. particulièrement, il y en a très peu.
Génétiquement, il semblerait qu'on soit On est protégé contre ça. Alors, on parlait de diagnostic tout à l'heure. Comment détecter et diagnostiquer une BPCO? Professeur Shiraz Aishawi. Donc le diagnostic de la BPCO nécessite la mesure de la fonction respiratoire, qui est donc à l'heure actuelle un frein au diagnostic de la BPCO en médecine de ville. Pourquoi? Ce qui rend, c'est parce que la disponibilité du spiromètre n'est pas encore donc généralisée dans tous les hôpitaux régionaux, chez tous les médecins. Alors, si vous le permettez, depuis le début de C'est l'émission, pour- on oui. parle de ce fameux spiromètre. Expliquons à nos auditeurs ce qu'est un spiromètre. C'est un C'est un appareil. petit appareil qui va mesurer les débits aériens. Il y a plusieurs types, mais pour le type portatif, c'est-à-dire qu'on peut utiliser couramment, le minimum donc qu'on peut faire, on va mesurer les débits respiratoires. Avec un petit appareil, on va demander aux patients de souffler, de faire donc une expiration forcée, et on va mesurer les débits aériens. Et chez les BPCO, c'est suffisant parce que c'est défini par une limitation des débits aériens expiratoires. D'accord. Mais sinon, on peut faire des explorations plus importantes dans un centre spécialisé pour mesurer tous les volumes respiratoires, mobilisables et non mobilisables, par une spirométrie plus complète, telle qu'une plétismographie, qui va nous permettre de faire le diagnostic d'une distension respiratoire et donc affiner un peu notre diagnostic. D'accord. Ce que j'ai cru comprendre, professeur Agnès Hamzaoui, c'est que vous souhaiteriez, avec la STMRA, bien entendu, que les généralistes, les médecins de première ligne, soient équipés en spiromètre, un peu comme ils ont tous un appareil de mesure de tension pour mesurer l'hypertension artérielle. Ce qu'il y a, c'est qu'un spiromètre, c'est un peu plus coûteux qu'un tensiomètre. Ce qu'on voudrait déjà, c'est qu'ils prennent l'habitude d'envoyer leurs patients faire une mesure de leur souffle. Ça peut se faire chez les pneumologues, dans les services de pneumologie. Donc j'imagine bien qu'il y a des zones encore malheureusement où ça n'arrive pas, et c'est pour ça qu'on fait des caravanes pour le moment. Mais disons que dans les grandes villes, en tout cas, il y a énormément de spiromètres qui sont disponibles, et on peut très bien envoyer une spirométrie. Un patient fait une spirométrie par exemple à l'hôpital et récupérer l'examen, mais l'important c'est qu'ils comprennent la façon dont on l'interprète. Parce que c'est comme interpréter un électrocardiogramme. Disons que les choses de base, n'importe quel médecin doit être capable de le faire et de poser un diagnostic de BPCO. Mais c'est notre première étape, c'est déjà de former les gens à l'interprétation. Ensuite, bien sûr que ça serait important qu'ils aient tous des spiromètres, comme disait professeur Aishawi, des spiromètres portatifs. Ça coûte pas très cher, ils pourraient s'associer, les avoir, et c'est vraiment un moyen très simple de dépister la maladie. Et puis ce serait l'idéal de repérer les malades avant l'apparition de l'essoufflement, peut-être comme ça en dépistant les fumeurs de plus de 40 ans. Absolument. Tout à fait. Au niveau des consultations des médecins de première ligne, en fait, ce sont des petits appareils qu'on appelle des pneumotachographes et qui permettent déjà le dépistage. Parce que bon, un spiromètre, il faut quand même, pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'interpréter, il faut quand même que ce soit du ressort du médecin spécialiste, et il ne suffit pas d'avoir un spiromètre, mais il faut savoir pratiquer d'une manière correcte l'examen et savoir interpréter de manière correcte. Donc c'est plutôt du ressort du médecin spécialiste. Mais il y a des petits appareils, justement les pneumotachographes, qui vont donner des espèces de courbes, donc qui est facile à interpréter et qui permet déjà pour le dépistage une première approche pour le diagnostic. Alors, est-ce qu'il y a d'autres explorations à votre disposition? Je ne sais pas, l'imagerie, la biologie. Tout à l'heure, vous parliez de facteurs de risque de comorbidité. Est-ce que ça joue tout cela? Dites-moi. Ce qui permet de poser le diagnostic, c'est la spirométrie. Ça, incontestablement, on ne peut pas parler de BPCO sans faire une spirométrie. Quand on n'a pas de spiromètre, de toutes les manières, le BPCO doit toujours faire un passage par le médecin spécialiste. Ça, c'est même par la suite, pour la prise en charge, même une fois le diagnostic fait, le traitement instauré, il faut toujours, au moins une fois par an, refaire cette spirométrie pour réajuster le traitement en cas de nécessité. Et donc, l'examen clé essentiel, c'est la spirométrie. Bon, à côté de ça, tout dépend des patients. Parfois, quand on suspecte par exemple un emphysème, là c'est le scanner qui va nous orienter. Il y a des examens aussi, la gazométrie, l'étude du gaz du sang. Donc on voit pour voir un peu l'oxygène. C'est également un élément qui rentre dans l'évaluation de la sévérité de la maladie, qui peut à un stade évoluer, poser l'indication d'une oxygénothérapie au long cours. Donc là, les examens en fait sont variables. C'est du cas par cas en fait.
Tout à l'heure, vous parliez des facteurs de risque de comorbidité, j'y reviens, ces maladies qu'on a parallèlement, ces pathologies qu'on a en même temps. Donc, bien entendu, vous avez parlé des maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent jouer? Je pense à le fait d'être obèse ou d'être anémique. Il y a des choses qui sont associées à la BPCO. L'anémie, on en a beaucoup parlé à un moment en se disant parce que c'est un facteur de mauvais pronostic dans la BPCO. L'obésité, c'est plutôt protecteur. Ah bon? C'est plutôt protecteur quand on est à un stade avancé de BPCO, où je dirais que être trop maigre ou être maigre quand on est au stade avancé de la BPCO, c'est mauvais parce que ça veut dire qu'on n'a plus de réserve du tout et qu'on a brûlé nos réserves. On surveille le poids des BPCO, on n'est pas très content quand ils maigrissent parce que en général, c'est aux dépens de leurs muscles et aux dépens de leur densité osseuse. L'ostéoporose, par exemple, c'est associé à la BPCO. La fonte musculaire, c'est aussi associé. Il y a des pathologies qui sont vraiment des conséquences. Anxiété, dépression, vrai ou faux? Ah oui, tout à fait. Ah bon? La qualité de vie. Imaginez-vous que quelqu'un qui a 60 ans et qui est essoufflé au moindre effort, qui n'est pas capable de faire comme ses amis, ou ses collègues, ou qui ne peut pas monter les escaliers facilement, une dame qui ne peut plus assurer la gestion de sa famille, qui ne peut plus faire les repas, qui ne peut pas aller au marché toute seule, ou qui, à chaque fois qu'elle va au marché, est obligée de s'arrêter 10 fois pour poser son sac. Ce sont des choses qui retentissent énormément. Et puis, il y a l'anxiété aussi parce que souvent, ils voient qu'ils sont en train de s'aggraver. Ils se demandent comment ils vont pouvoir continuer leur vie, qui va s'occuper d'eux quand ils sont sous oxygène. Ils sont quasiment bloqués à la maison. Donc tout ça provoque une détresse importante. C'est terrible de manquer d'air, de manquer de souffle. C'est horrible. De se voir, on a l'impression qu'on va étouffer. C'est un cercle vicieux en fait. C'est des patients qui ont une limitation accrue de leur activité. Ils ont un manque de confiance en soi. Ils ont tendance à l'isolement. Et donc ils vont être isolés à la maison. Pas d'activité physique, aggravation de leur fonction respiratoire. Et vraiment, il faut intervenir pour rompre ce cercle vicieux par, bien sûr, des programmes de réentraînement à l'effort, de réhabilitation qu'on va voir après dans la prise en charge. Voyons-le tout de suite. Justement, ça y est, le diagnostic a été posé, la BPCO est là. Alors, comment va se faire la prise en charge et surtout, quels vont être aussi les objectifs de la prise en charge? En effet, les objectifs de la prise en charge, c'est tout d'abord d'améliorer la fonction respiratoire et de réduire la vitesse de son déclin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Il faut aussi donc prévenir les complications telles que les exacerbations et l'évolution vers l'handicap respiratoire, réduire les symptômes, améliorer la tolérance à l'effort et surtout améliorer la qualité de vie. Et enfin, l'objectif c'est de diminuer la mortalité. Parce qu'aujourd'hui, ils ne disent pas de traitement capable de guérir la BPCO. En fait, vous avez juste des armes thérapeutiques qui vont permettre de stopper l'évolution de la maladie et d'améliorer les conditions de vie des malades. C'est ça, en fait. Le seul traitement de la BPCO, c'est un traitement préventif. Donc, le premier traitement, c'est le sévrage tabagique. D'arrêter la cause. Donc, la BPCO, si elle est liée donc à une cause, il faut donc arrêter soit le tabagisme, soit l'exposition professionnelle ou l'exposition à d'autres particules nocives. Donc, principale mesure susceptible d'interrompre la progression de l'obstruction bronchique, c'est donc retarder l'apparition de l'insuffisance respiratoire, qui est un objectif principal, quel que soit le stade de la maladie. Donc, le sévrage tabagique va être proposé à tous les patients, quel que soit le stade de la maladie. C'est la seule méthode qui va permettre de diminuer le déclin de la fonction respiratoire. Est-ce que vous proposez des aides au sevrage qui peuvent aider les patients qui ont décidé d'en finir avec la cigarette? Bien sûr. Oui. Des conseils minimaux doivent être proposés à tout fumeur et doivent être renouvelés régulièrement. Voire donc adresser le patient à une consultation d'aide au sévrage tabagique avec évaluation de leur dépendance. On va leur proposer des substituts nicotiniques. Oui, c'est ce qu'on propose en Tunisie. C'est la prescription de substituts nicotiniques. Mais pas de cigarettes électroniques. Il vaut mieux éviter, il paraît. La place de la cigarette électronique n'est pas encore donc bien déterminée et n'a pas de place dans les programmes de sévrage tabagique. En fait, la cigarette électronique, elle pose deux soucis. Le premier, c'est qu'on ne connaît pas encore sa toxicité à long terme. Oui.
Pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Et le second problème, c'est qu'elle risque d'entretenir en fait la dépendance à la nicotine, puisque elle maintient et le geste et la nicotine. Notre attitude, en tout cas celle de la société, ce qu'on recommande actuellement, c'est il ne faut pas fumer, il ne faut pas vaper. On est d'accord? Donc, si on a essayé à plusieurs reprises d'arrêter de fumer et qu'on n'y arrive pas et qu'on est un gros fumeur, à ce moment-là, notre conseil, c'est effectivement essayer la cigarette électronique, mais en étant juste sur la cigarette électronique. Il ne faut certainement pas faire les deux en même temps, parce que ça ne sert à rien, et essayer de l'utiliser comme moyen de sevrage. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont de gros tabagiques, qui n'arrivent pas à s'arrêter, malgré les autres substituts n'ont pas réussi. Donc passer à la cigarette électronique parce que a priori c'est moins toxique. Et c'est vraiment limité à ce genre de personnes. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que les gens qui utilisent la cigarette électronique, finalement ils utilisent les deux. Ils fument mais ils utilisent la cigarette électronique. Et puis il faut faire très attention d'où se procurer donc la cigarette électronique, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc il y a de la nicotine et puis il y a d'autres produits, d'autres arômes. Et on ne connaît pas trop parfois l'origine. Donc là c'est voir la provenance. Tout à fait, donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Alors, tout à l'heure, professeur Shiraz Aïchaoui, vous disiez que le traitement va se faire à 3 niveaux. Donc, avant tout, l'arrêt du tabagisme, le sevrage tabagique, objectif prioritaire. Et puis, les autres niveaux, c'est quoi alors? J'ai parlé d'un traitement préventif qui donc comporte le sévrage tabagique, mais aussi la vaccination. La vaccination contre antigrippale et anti-pneumococcique, qui doit être recommandée chez tous les BPCO pour éviter donc les surinfections bronchiques à répétition et donc éviter les exacerbations d'origine généralement infectieuse. Le deuxième volet thérapeutique, ce sont les traitements médicamenteux. Il y a aussi les traitements non médicamenteux et enfin le traitement chirurgical. Alors dans le traitement médicamenteux, qu'est-ce qu'il va y avoir? On dispose de traitements bronchodilatateurs qui va donc permettre de diminuer le bronchospasme et diminuer ainsi la dyspnée. On a 2 types de bronchodilatateurs qu'on appelle les bêta-2 mimétiques, courte durée d'action ou longue durée d'action. D'accord, on ne rentre pas trop dans les détails techniques là. D'accord. Ce sont des traitements qui vont être pris par voie inhalée. La voie inhalée, c'est la voie donc privilégiée. Sinon, on peut proposer les mycolytiques, c'est juste un traitement symptomatique. Et c'est quoi ça? C'est les fluidifiants pour bronchiques? Fluidifier les sécrétions bronchiques et améliorer un peu. Donc, qui sont de plus en plus épaisses, on avait vu tout à l'heure. Voilà. Et il y en a qui parlent de corticothérapie. Certains disent qu'elle peut être indiquée et d'autres que non, elle n'est pas du tout indiquée au long cours. Donc, c'est pas pas de corticothérapie systémique. Donc, elle n'est indiquée que juste de façon aiguë dans les exacerbations. Sinon, c'est la corticothérapie par voie inhalée, dont la place aussi est discutée chez les BPCO. Elle peut être indiquée chez les patients qui ont des exacerbations fréquentes, donc des malades à un stade avancé. Alors, et en association, pas seule. Il ne faut pas la donner seule, donc il faut qu'elle soit associée à des bronchodilatateurs. Donc le message à transmettre, professeur Agnès Hamzaoui, ça serait surtout n'allez pas faire d'automédication, surtout n'allez pas prendre n'importe quoi parce que ça marche avec le voisin, etc. et tout. Faites très attention aux associations de médicaments avec une BPCO. Absolument. Comme on l'a dit tout à l'heure, en plus, ce sont souvent des patients qui ont plusieurs maladies, donc ils vont avoir plusieurs types de médicaments. Et il faut vraiment qu'il y ait un chef d'orchestre, donc en l'occurrence le médecin, et le médecin traitant qui va pouvoir équilibrer les différents médicaments. Les bronchodilatateurs, ça sert à ouvrir les bronches. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer d'améliorer le souffle en ouvrant un peu les bronches. Donc c'est pour ça qu'on les utilise. Les corticoïdes inhalés ont peu d'effets chez peu de patients et il y a un risque infectieux, ils font plus de pneumonie que les autres quand ils sont sous corticoïdes, donc on a tendance désormais à ne plus utiliser de corticoïdes inhalés sauf dans certains cas particuliers. Et puis il faut, au moment des poussées, en général ce qu'on va associer aussi, ça va être des antibiotiques pour nettoyer les phénomènes infectieux qu'il y a dans les bronches. Et au stade ultime, ce qu'on va mettre, c'est de l'oxygénothérapie à domicile. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire.
Le mot a été lâché plusieurs fois, réhabilitation respiratoire. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous l'expliquer, professeur Nadia Mhiri Benrhouma? En fait, la réhabilitation respiratoire, c'est un programme qui est proposé aux patients BPCO à tous les stades de la maladie, à tous les stades donc de sévérité, et qui permet d'améliorer ses performances et notamment à l'effort. Et puis également, donc il y a un programme nutritionnel, une éducation qui se fait justement pour ces patients qui, en fait, pour lesquels on n'a pas de traitement particulier. Le seul traitement dont on dispose, c'est un traitement qu'on dit symptomatique pour diminuer les symptômes. Et donc là, c'est un programme qui permet à la fois donc d'améliorer ses performances physiques et sa respiration, améliorer sa qualité de vie, et puis lui apprendre certaines règles d'hygiène nutritionnelle, etc. Donc malheureusement, c'est un programme qui est lourd en fait, qui nécessite un investissement en temps, moyens humains. En temps, exactement, l'intervention de plusieurs professionnels de santé, qui nécessite également le déplacement des patients pratiquement tous les jours, parce que ce programme, il n'est pas proposé sur une journée, mais c'est plusieurs séances. Et donc en fait, vu l'investissement important et vu le coût important, donc en Tunisie, il n'y a pas beaucoup de centres qui proposent la réhabilitation respiratoire. Mais donc ce qu'on recommande, c'est que ces patients-là doivent garder donc une certaine activité, et qui doit être bien sûr adaptée à leur performance pour ne pas se déconditionner et pour ne pas justement entrer dans le cercle vicieux dont a parlé professeur Aïchaoui, qui en fait aboutit à une inactivité et aggraver donc la BPCO, qui est donc source de handicap et de mortalité, d'où l'importance de sa prévention. Alors, est-ce qu'il existe des mesures préventives? Tout à l'heure, vous avez dit dépister la maladie systématiquement, d'abord comme pour l'HTA. Ça serait déjà une bonne chose. Ensuite, vous avez parlé de vaccination, professeur Aïchaoui, et j'aimerais y revenir. Vous avez dit qu'il faudrait vacciner contre la grippe, donc tous les patients BPCO, et puis également le vaccin anti-pneumococcique. Voilà. En amont, ça va pas être toutes les personnes qui fument beaucoup à qui on va proposer ça, puisque beaucoup de patients ignorent qu'ils sont atteints de BPCO. C'est surtout les malades qui font des bronchites à répétition qui doivent être vaccinés. Donc la vaccination antigrippale doit être proposée tous les ans chez ces patients, du moment où on est symptomatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer à un fumeur qui n'est pas symptomatique, D'accord. Donc, qui ne fait pas d'infection. Quand on a diagnostiqué la BPCO. Voilà, déjà, donc au moment du diagnostic. Et les patients qui font beaucoup d'exacerbations, on peut leur aussi proposer en plus une vaccination anti-pneumococcique, telle que le pneumo 23, qui ça, est c'est répété. Pas tous les ans, ça. Non, ça, c'est tous les 3 à 5 ans. Ce sont les seuls vaccins qui sont disponibles en Tunisie et qu'on peut proposer. Je réitère ma question, la BPCO, est-ce qu'on peut la prévenir? Est-ce qu'il y a des mesures préventives? La grande mesure, c'est de ne pas fumer. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Et il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête, il ne faut pas fumer. Et quand on a dans notre entourage, quelqu'un qui fume, qui ne veut pas arrêter, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui proposer comme mesure préventive, pour pas que ça débouche sur une BPCO? Déjà, s'il ne veut pas arrêter, il faut l'envoyer chez le médecin. Voilà, je pense à certains collègues, là. Il faut l'envoyer chez le médecin pour voir s'il est au stade de maladie ou pas déjà, parce que ça c'est important, parce que les médicaments qu'on a améliorent quand même les choses, même s'ils ne transforment pas la vie des patients, ils l'améliorent quand même. Et puis aussi... ça c'est à partir de 40 ans et plus, c'est-à-dire s'ils ont moins de 40 ans, ils ne sont pas concernés, même si c'est des grands fumeurs. Ça, c'est pas un raisonnement, parce que ce qui intervient, c'est aussi l'âge auquel on a commencé à fumer. Très bien. Quand on a commencé à fumer à 10 ans, ce qui arrive malheureusement souvent, désormais, il y a des enfants qui fument déjà à l'école primaire, on a une BPCO à 30 ans. Parce que sur des poumons jeunes, ça donne des dégâts incommensurables. Disons que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui fume, donnez-lui toujours le conseil d'arrêter de fumer. S'il n'arrête pas de fumer, envoyez-le chez le médecin. Il verra s'il y a un problème ou pas. Il pourra lui proposer des moyens pour arrêter de fumer, de sevrage tabagique qui seront plus efficaces. Et puis, il verra s'il y a besoin de médicaments ou pas. Autre chose comme mesure préventive? Ne pas fumer devant les enfants.
pour qu'ils n'acquièrent pas cette habitude, pour que eux soient choqués, parce que en général, quand les enfants, on leur inculque souvent que le tabac c'est pas bon pour la santé, à la fin ils deviennent convaincus et ils prêchent ça à la maison. Donc et je connais des enfants qui pleuraient, j'ai vu des enfants pleurer parce que leur papa ne voulait pas arrêter de fumer et qui savait que ça allait le rendre malade. Donc vraiment, il ne faut pas fumer devant les enfants. Et il ne faut pas fumer en général devant les personnes fragiles, il ne faut pas fumer avec les femmes enceintes, il ne faut pas que les femmes enceintes fument. Il ne faut pas fumer quand on a une personne d'un certain âge aussi à côté de nous. Absolument, voilà. Et puis il ne faut pas faire fumer les gens qui sont à côté de vous, il n'y a aucune raison. Le tabagisme passif, ça existe. Ça existe lourdement chez nous, il faut qu'on applique la loi, il faut qu'on arrête de fumer dans les lieux publics. Il faut qu'on se dise que quand on fume dans la cuisine, on en fume la maison en fait, que quand on fume dans la voiture, c'est pareil parce que c'est un espace clos, qu'il faut qu'on essaye d'arrêter de polluer autant, qu'on vérifie nos voitures, qu'on vérifie les véhicules diesel qu'on a et qui sont pas bien entretenus, qu'il faut qu'on arrête de brûler les ordures de façon anarchique, que peut-être on essaye de protéger les femmes qui utilisent du bois pour la tabouna, que peut-être aussi les tout petits ateliers qui ne sont pas surveillés par la médecine du travail soient mieux surveillés que ce qu'on fait maintenant. Donc essayer de se dire que les poumons, c'est un organe extraordinaire, parce que sans poumons, on ne vit pas, mais que c'est en même temps un organe fragile qui filtre tout ce qui passe, et que donc il faut vraiment le protéger. Tout ce qu'on fume peut provoquer une BPCO, que ce soit du tabac d'autres façons, c'est-à-dire par la chicha ou la pipe, le cigare, c'est aussi toxique, mais aussi le cannabis par exemple, qu'on sous-estime beaucoup. Les gens pensent que c'est pas toxique alors que c'est encore plus toxique que la cigarette. Ça donne beaucoup plus d'emphysème. On a une enquête faite en Tunisie en 2017, des chiffres quand même, chez des jeunes de 13 à 15 ans, 20% des garçons, des élèves, donc dans des lycées et des collèges, 20% des garçons fument et 4,6% des filles fument. C'est quand même donc beaucoup, déjà c'est alarmant. Donc je crois qu'il faut insister sur la lutte du tabagisme chez les jeunes. Fais pas ci, fais pas ça, viens. Fais pas ci, fais pas ça. Attention, Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. fais pas ci, fais pas ça. Voilà, à présent, je vais vous demander en tour de table de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Chacune d'entre vous, à tour de rôle, va essayer de dénoncer un mauvais geste, une attitude à proscrire, car pouvant entraîner des conséquences graves pour la santé. Alors, je vais commencer avec vous, peut-être, professeur Shiraz Aïchaoui. J'insisterai pour appliquer des mesures de contrôle de tabac. En effet, en Tunisie, il y avait plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre depuis plusieurs années, mais malheureusement, certaines ne sont pas bien appliquées. Et je citerai surtout le fait d'interdire le tabac dans les cafés et dans les restaurants, et en plus d'interdire la vente du tabac chez les jeunes inférieurs à 18 ans. Donc, je crois que le fait d'interdire dans les endroits publics en général, ça aide, surtout les jeunes, et aussi de ne pas vendre le tabac chez les enfants, c'est très important, et ce sont donc deux choses qu'il ne faut pas faire. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Agnès Hamzaoui, votre fais pas ci, fais pas ça. N'offrez pas de cigarettes électroniques à vos enfants quand vous voyez qu'ils commencent à fumer, parce que c'est pas du tout efficace pour les empêcher de fumer. Au contraire, ça va pérenniser cette habitude. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Nadia Mhiri Ben Rahouma, votre fais pas ci, fais pas ça. Moi, je voudrais insister sur un autre mode de tabagisme qui est la chicha, en fait, qui séduit de plus en plus par sa convivialité, par l'attrait du nouveau, par son bon goût. Et donc, les gens ont l'impression que c'est beaucoup moins toxique que la cigarette, parce qu'il y a justement, c'est une pipe à eau et que l'eau retient les substances toxiques. Donc, je voudrais insister sur le fait que non, l'eau ne retient pas toutes les substances et qu'il y a une partie qui va passer au niveau des bronches et au niveau des poumons et qu'elle est potentiellement dangereuse. Et surtout quand ça se passe dans les cafés, qu'avec en plus le tabagisme passif, le danger est réel. Professeur Agnès Hamzaoui, vous êtes la présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA. Je me tourne vers vous pour le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est si vous avez une BPCO, si vous pensez que vous pouvez avoir une BPCO, allez consulter, ça vous aidera beaucoup. On a des moyens pour vous aider à prendre soin de vous,
à améliorer votre état, donc c'est vraiment important. N'ayez pas peur, ne vous dites pas « oui, mais je suis vieux, oui, mais j'ai de vieux poumons, oui, mais je suis à un stade ». Non, quel que soit le stade où vous êtes, dès que vous êtes essoufflé, si vous toussez beaucoup, si vous êtes fumeur ou pas, allez consulter, c'est quelque chose de vraiment important. Et le second mot de la fin, bien sûr, c'est à bas la cigarette. Merci. Notre émission touche à sa fin. Merci à nos invités, le professeur Agnès Hamzeoui, professeur en pneumologie et allergologie à l'hôpital Abdelrahman Mammi de l'Ariana, présidente de la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, la STMRA, le professeur Nedia Mhiri Ben Rhouma, professeur en pneumologie et allergologie à l'hôpital Monjislim de la Marsa, trésorière de la STMRA, et le professeur Shiraz Aishawiya, professeur en pneumoallergologie à l'hôpital militaire, trésorière adjointe de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch.